On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la 16e édition de la Ruée vers l'art sur 2 fins de semaine. 18 artistes, vous allez pouvoir visiter leur atelier directement. Mais d'abord, elle a été choisie comme étant la jeune leader de l'année à l'occasion du dernier gala de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. Elle est orthopédagogue et a fondé son entreprise. Nous recevons à l'instant Caroline Milot. Vous savez, à chaque année, ici dans la région, la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu honore des entreprises, mais également des personnalités d'affaires dans différents domaines. Et à chaque année, je me fais toujours un devoir, évidemment, de recevoir la personnalité d'affaires de l'année ou la personne qui reçoit le prix hommage. Mais l'un des prix que moi, je juge également extrêmement important, c'est celui de jeune leader de l'année. Et cette année, la récipiendaire de ce prix, je vous la présente, il s'agit de Caroline Milot, qui est orthopédagogue et également propriétaire de la clinique pédagogique du Haut-Richelieu et de Mémoire d'or. Elle est avec nous. Bonsoir, bienvenue, félicitations. Merci beaucoup. Bon, comment avez-vous vécu le gala? Oh boy! Quand on est en nomination, c'est déjà soit... C'est déjà hyper... Ouais. Tu sais, on est fiers, on est content, il y a une belle visibilité. Je vais être franche avec vous, la soirée avançait, puis bon, les autres gagnants, j'avais pas gagné dans ma catégorie service, Ouais. Mémoire d'art n'avait pas gagné dans la catégorie bourse coup de pouce, qui était nominée aussi. Fait que j'avais comme un peu lâché prise, tu sais, je me disais, bon, on verra. Et là, j'entends la gagnante, puis j'étais la seule fille, et là, je me lève. Ouais! C'est le sentiment est incroyable. C'est vraiment une belle vague d'amour, c'est une belle vague de fierté. C'est une opportunité incroyable que l'Aile Jeunesse m'ait nommée dans les nominés, puis j'apprécie énormément, mais c'est vraiment fabuleux de vivre ça, là. Qu'est-ce que ce prix-là représente? Qu'est-ce qu'il représente? Une excellente question. À mes yeux, à moi, il représente beaucoup parce que, je vais être franche avec vous, moi, j'ai ouvert la clinique en 2013. Ouais. Et je vous dirais que jusqu'en 2016, je disais pas trop que c'était à moi. Parce que moi, je me voyais pas comme une entrepreneur à la base. Moi, j'ai ouvert ça parce que j'avais des élèves que j'allais à domicile. Puis là, je me disais, comment je peux maximiser pour en avoir plus? C'était la fin d'année scolaire. Je me suis pris un petit bureau au 2e étage du 900, là, à côté de l'hôpital. Et ça a fait effet boule de neige. Un mois plus tard, j'avais une attentes. Puis là, je me suis dit, je vais faire un appel Facebook. J'essaie de trouver quelqu'un qui va m'aider dans mes amis orthopédagogues de l'université. Une fille qui me répond, qui me dit moi, ça ne m'intéresse pas d'être travailleur autonome. Mais moi, ma première idée, c'était de donner la liste d'élèves puis de dire au moins, ils ont un suivi, même au privé, ça n'a pas de sens si on n'en a pas. T'sais. Elle dit moi, je pensais que tu allais m'engager. Je dis laisse-moi une couple de jours penser à ça. Je n'ai jamais pensé à engager, ouvrir une entreprise. 5 minutes plus tard, je l'ai rappelé. Ouais, je t'engage. J'ai appelé ma mère qui est comptable fiscaliste. J'ai dit maman, faut-tu m'ouvrir une compagnie? Je viens d'engager. Fait que, je l'ai ouvert parce que je l'ai fait pour les jeunes, pour le service, pas parce que, tu sais, je pense que dans la vie, il y a 2 types d'entrepreneurs, ou bien il y en a plus que ça, mais en gros, là, il y a ceux qui veulent vraiment s'en aller en entrepreneuriat, qui aiment la gestion, qui aiment Puis tu as les passionnés qui sont d'abord, ils font leur métier. Pour l'idée, pour le projet, pour l'utilité. Exactement. Puis moi, je suis de ce type-là, tu sais. Puis bon, dans ma famille, il y a beaucoup d'entrepreneurs déjà. Fait que moi, j'étais sûre que j'étais la seule qui ne l'était pas. J'étais convaincue. Donc, vous vous êtes découvert Exactement. entrepreneur. Exactement. Fait que pour moi, c'est beaucoup parce que comme je me suis longtemps pas considérée comme une entrepreneur, c'est comme la tape dans le dos de dire « Hey, tu fais bien ça, même si tu n'as pas étudié là-dedans. » Même si, tu sais, tu y étais avec le cœur puis avec le... Fait que pour moi, c'était beaucoup parce que ça m'a pris du temps à l'assumer, là. Et là, 6 ans plus tard, à quoi ressemble aujourd'hui l'entreprise qui est la clinique? C'est... bon, en 2017, j'ai doublé ma superficie de bureau. En janvier, j'ai agrandi de l'intérieur, j'ai fait un nouveau bureau, j'en manquais déjà. Et là, en mars, j'ai fait un autre... Bien, avril, j'ai fait un... Fait que là, je suis à 8 bureaux. Fait que ça roule très bien. La demande est là. Combien d'employés? On est 11. Quand même. Quand même, oui. Wow. On est 11. Ouais. Tous des professionnels avec des spécialités différentes, ou pour semblables pour certains, mais prof de maths, prof d'anglais, prof d'univers social, orthophoniste.
Donc, Mais en même temps, ce qu'on se rend compte, puis bon, moi, mes enfants sont plus vieux, mais je me mets dans la perspective où aujourd'hui, on veut que nos enfants soient performants. On dit souvent, bon, l'école est faite pour une moyenne, mais si tu es au-dessus ou en dessous, tu fonctionnes un peu moins bien. En même temps, on sait que nos gouvernements ont coupé un peu dans l'éducation. Là, on a un gouvernement un peu plus pour l'éducation. On verra si ça va changer de quoi. Mais bref, on nous dit, bon, il y a de moins en moins de services spécialisés dans nos écoles. Donc, si à un moment donné, l'école nous envoie un petit coup de drapeau pour nous dire bien, que notre enfant ne fonctionne pas bien puis qu'il a besoin de services, mais que malheureusement, l'orthopédagogue de la commission scolaire, ça va prendre, je ne sais pas, moi, 4 mois avant de l'avoir. Bien, évidemment, si on a un peu les moyens, on va essayer de se tourner vers le privé. Donc, forcément, des élèves qui ont des besoins, il doit en avoir beaucoup, là. Il y en a beaucoup parce que oui, comme vous l'avez dit, dans les écoles, c'est ceux qui éteignent des feux. Je dis souvent ça aux parents au sens que s'il est passé en échec, il ne sera pas vu par l'orthopédagogue. Vous savez, on est obligé d'attendre que l'estime soit à plat avant de dire, OK, il faut faire quelque chose pour cet enfant-là? Moi, c'est comme ça que j'ai ouvert mon entreprise en me disant, c'est pas vrai que je vais attendre qu'il se soit tout pété à la gueule, là, avant de dire, OK, on va faire quelque chose. Parce que les dommages peuvent être longtemps, là. Effectivement. Anxiété, on en fait des décrocheurs ouais. s'ils ne sortent pas la tête de l'eau. Puis je les comprends. Est-ce que j'aurais le goût, moi, d'aller à l'école pour vivre des échecs? Pas sûr. L'orthopédagogue, il travaille un à un avec l'élève? Non, très pas souvent... dans les écoles. Non, Mais quand ils viennent dans vos bureaux, nos bureaux, c'est un service personnalisé? Oui, c'est un service personnalisé. 1 heure avec moi, ça équivaut à une journée d'école environ dans ce que je suis capable d'aller jouer là, dans le cognitif, de faire les mauvais apprentissages. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, un à un, avec un jeune, qu'une enseignante ou un enseignant ne peut pas faire avec un groupe de 25-30? Moi, je vais vous dire comment j'ai pris ma décision parce que j'ai travaillé aussi dans les écoles, hein, autant comme titulaire de classe, donc avant ma classe en adaptation scolaire, que comme orthopédagogue. J'ai jamais fini une rééducation en contexte scolaire. C'est jamais arrivé que je dise, quoi, ou... OK, l'élève n'a plus besoin de moi. Bien, premièrement, quand on commence en orthopédagogie, on fait 3-4 écoles dans la semaine. Si je suis là juste une journée par semaine, je la cause cette journée-là. Les profs veulent me parler, les parents, la direction. Ça, vous dites, on éteint des feux. Dans le fond, une orthopédagogue scolaire, ça éteint des feux. Bien, je pense que oui, parce qu'on attend que l'élève soit en échec. On n'est pas là pour préserver l'estime ou pour éviter que l'enfant se retrouve en échec. On est là pour les sortir la tête de l'eau quand ça va pas bien. Puis c'est quoi que vous leur faites faire? C'est quoi que vous leur montrez que ça, l'école ou que l'orthopédagogue scolaire n'a pas le temps de faire? Qu'est-ce que vous avez le temps de faire, vous? Bien, je pense que c'est pas nécessairement que l'école n'a pas le temps. Je pense que chaque orthopédagogue a aussi sa manière de voir et de comment je vais aider mon enfant, mon élève dans ça. Moi, je fais pas de papier-crayon. Moi, je joue à des jeux avec mes élèves. Très souvent, je passe par le jeu parce que j'ai pas les émotions paralysantes. Fait qu'ils n'aiment pas ça. Tu sais, si je dis, on va faire des maths, ils vont me dire, ah là, blablabla. Si je l'amène sous forme de jeu, ils ne verront pas venir. Tu sais, j'ai moins d'émotions paralysantes. Je vais, premièrement, être à l'écoute du besoin. Si j'ai d'abord à aller intervenir dans l'anxiété, dans les émotions, ça se peut que je passe par là avant. Ça ne veut pas dire que je vais aller tout de suite dans les apprentissages. Ça se peut que je passe par autre chemin que la note qu'on voit sur le bulletin. C'est pas parce que l'enfant sur le bulletin a de la difficulté en français lecture que juste ça. Ça ne veut pas dire que c'est ça que je vais avoir besoin de travailler. Ce qui est important avec les enfants, c'est d'identifier la majeure. Si je n'identifie pas ma majeure, je vais juste enlever des effets secondaires. La majeure étant comme le problème principal? Exact. Si j'ai un enfant qui vit des difficultés, exemple, qui est dyslexique, bien, quand il fait de la lecture, il est tellement concentré là-dessus qu'à un moment donné, il ne contrôle plus son corps. Parce que c'est tellement demandant. Mais en contexte classe, ça va avoir l'air d'avoir un déficit d'attention. Comprenez-vous? Fait que si je n'ai pas identifié comme il faut ma majeure, puis que moi, j'interviens sur le déficit d'attention, puis que c'est pas ça, on ne va jamais s'en sortir. On va juste enlever les effets secondaires, tu sais. Fait que 3/4 du temps, je vais partir en oubliant, à la limite, ce qui est observé, là, puis en me faisant ma tête. Et là, au fil du temps, avec 11 employés aujourd'hui, quels sont les services plus spécifiques que vous avez développés là, de façon micro? Là? Une rééducation, tout ce qui est le déficit d'attention. Là. Donc, le déficit d'attention touche plusieurs choses, dont la mémoire de travail. C'est une de mes spécialités.
la mémoire de travail, l'anxiété, dyslexie, dysorthographie. Donc, je vous dirais que juste pour le TDA ou TDAH, là, c'est une grande partie de ma clientèle. Bon, et vos autres collègues qui sont avec vous dans le bureau, est-ce qu'ils ont des spécialités particulières aussi? Ils font tout ça aussi. Tout le monde est assez généraliste, là? Exactement. Tout le monde fait ça dans l'ensemble. C'est sûr que l'orthophoniste ne fait pas ça, là, mais dans mes professionnels de l'éducation, tout le monde fait ça. Mais ils ont aussi une spécialité. Exemple, le prof de maths, il peut travailler la mémoire de travail, mais lui, il va creuser plus que moi dans les maths. OK. Bon. Là, il y a aussi une autre entreprise qui est Mémoire d'or. Oui. Qui est une autre branche qui, elle, celle-là, s'adresse aux adultes principalement. Aux personnes âgées, donc aux personnes de l'âge d'or. Bon, je vous explique, en fait, étant spécialisée en mémoire de travail, je savais qu'on pouvait prévenir toutes les maladies dégénératives, entre autres, en travaillant la mémoire de travail. Et là, je fais ma petite recherche, et là, je me rends compte qu'au Québec, il n'y a personne qui fait ça. Mais je laisse ça comme ça, sur le coup, parce que je me dis, j'ai la clinique déjà, je ne suis pas entrepreneur donc, je vais commencer à gérer ça. Puis ça me trotte dans la tête. Puis ça reste là. Puis là, en 2017, je suis plus entrepreneur, tu sais. Fait que là, je me mets à travailler là-dessus. J'ai Jacob, qui est un de mes associés, qui arrive chez nous. Qu'est-ce que tu fais? Là, j'explique ça. J'ai une idée. J'ai goût de travailler ça avec les personnes âgées. Il dit, je tripe ces personnes âgées, moi, avec. C'est le prof d'histoire. Il embarque évidemment dans mon idée. Il dit, j'adore ça. Le prof de maths, même chose. Fait qu'on s'est retrouvés. Je me suis rendu compte que, parce qu'en éducation, quand on étudie là-dedans, c'est avec les enfants qu'on veut travailler. J'en connaissais pas d'autres qui avaient envie de travailler avec cette clientèle-là. Ça donne que là... Fait qu'on a décidé de se lancer les trois là-dedans, mais comme on n'a pas de comparable, c'est toute une histoire, hein? Parce qu'on est les premiers au Québec. Mais l'objectif étant de sensibiliser les gens. Maintenant, on sait la bonne santé physique, c'est important. L'entraînement, c'est important. Mais on va faire quoi si on a un corps en forme puis le cerveau qui ne suit pas? C'est pas mieux, là. On s'en va pas... Mais aujourd'hui, évidemment, il y a des tests pour les pertes cognitives dans les dépistages d'Alzheimer. On fait le dépistage et il est là notre même problème. Les gens qui veulent continuer à avoir leur permis de conduire, bon, il y a des évaluations là-dessus aussi. Bref, est-ce qu'on est capable de prévenir ça ou d'entretenir le muscle? Moi, mon grand-père était comptable agréé et jusqu'à son décès, il faisait encore des rapports d'impôts justement pour se tenir le muscle occupé. Exactement. Donc, ça, c'est important pour les gens qui dépassent un certain âge de continuer d'être cognitivement actifs, si on veut? Parce que présentement, on fait un diagnostic puis on dit, il n'y a pas de solution à part de la médication. Fait qu'il y en a des gens qui s'informent là-dessus puis qui sont inquiets. Là. Tu sais, si je reçois un diagnostic puis je le sais que mon cerveau, il repère toujours, là, on se demande comment on peut freiner ça. Tu sais. Il y en a des solutions, mais au Québec, on est un petit peu en retard dans tout ce qui est éducation et ce genre de services alternatifs-là. Okay. Et les personnes âgées sont de bons clients qui voient le potentiel d'obtenir ce service-là? Oui, effectivement. Et ils voient la différence aussi, que ce soit le conjoint ou la personne elle-même. Dans les jours qui suivent, là, la plupart vont me dire je vois une différence, je suis organisée plus, je fais mes tâches plus autonome. Puis... Fait que c'est vraiment dans cette idée-là de dire je peux aider les gens à avoir une qualité de vie plus longtemps. C'est agréable. Là. Caroline Millaud, merci beaucoup. Félicitations encore une fois comme jeune leader de l'année. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous parle de la ruée vers l'art. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on reçoit un Templier. Oui, de la Ligue de hockey Midget 3A du Québec, ton ami Martin Russell. Et voilà, il est là pour l'émission au complet. Tout un coach. Ne manquez pas ça. C'est vrai, mon coach. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend.
Lorsque la ruée vers l'art est à nos portes, c'est signe que le printemps est vraiment bien installé. Ruée vers l'art qui nous revient pour une 16e édition avec au menu 18 artistes que vous allez pouvoir visiter dans leur atelier, dans leur demeure, à l'occasion des week-ends du 25 et 26 mai et le suivant, le 1er et le 2 juin. Avec nous pour en parler, 3 invités. D'abord, Claire, bienvenue. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagnée de Micheline Proulx. Bonsoir. Bonsoir. De même que Sébastien Charon. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, c'est une superbe activité. Je pense qu'en même temps, pour vous, ça vous permet de reconnecter un peu avec votre public. Parfois, il y a des nouveautés. Parfois, il y en a aussi qui reviennent année après année. Bref, pour les gens qui ne connaissent peut-être pas encore le concept de la ruée vers l'art, peut-être juste nous l'expliquer à nouveau. Oui, c'est toujours un plaisir de le répéter à chaque année. On a l'occasion de recevoir dans nos ateliers des visiteurs. Et ce pourquoi on est rendu à notre 16e année, c'est que les visiteurs apprécient beaucoup de se retrouver dans le lieu de travail d'un artiste, de voir dans quel milieu il travaille et aussi de quelle façon, puis de voir ses traîneries, de voir des tableaux qui sont commencés, qui ne sont pas encore terminés. Et on dirait que le contexte fait que les échanges sont parfois plus intimes et puis libres à la personne là, on n'est pas envahissant. Là. Si la personne préfère se promener tranquillement, c'est possible aussi. Avez-vous dit que chez les artistes, il pouvait y avoir des traîneries? Oui. Les artistes ne sont pas en ordre? Un certain ordre. Ah, OK, un certain ordre. Un ordre qu'eux-mêmes reconnaissent. Comprend notre ordre. C'est ça. Mais ce sont des belles traîneries, c'est pas pareil. C'est bien dit. Oui, oui. Bon. En quoi c'est différent de voir, parce que parfois on va dans une exposition, puis là, oui, on peut discuter avec l'artiste, mais on est dans une galerie, c'est pas du tout le même contexte que d'aller voir l'artiste chez lui dans son atelier. Ah, pas du tout. Pas du tout. Quand on va il y a des gens qui sont intimidés par les galeries, qui n'osent pas entrer, qui ne savent pas trop quoi faire, Mais dans l'atelier, il ne faut pas se gêner parce que l'atelier est ouvert pour les gens, pour le public. Et quand ils ont fait passer le pas de la porte, ça va bien après parce qu'ils se retrouvent dans le contexte de l'artiste. Et puis, c'est facile de commencer une conversation parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut aborder. Le contact se fait très bien. Bon. Sébastien Charon, est-ce que c'est une première expérience pour vous? Oui, c'est ma première participation à la ruée vers l'art. C'est également ma première année chez Artaud. J'ai été vraiment très bien accueilli. J'ai tout de suite décidé de participer à la ruée. Moi, c'est sûr que c'est un peu différent comme atelier en tant que photographe. Photographie numérique, je peux difficilement exposer un ordinateur. Donc, j'ai monté une petite galerie dans la pièce où je travaille, où que je fais mes développements numériques et tout. Puis, les gens vont pouvoir venir poser des questions sur le matériel, sur les photos, sur comment on procède aujourd'hui en photographie. Donc, il est la preuve vivante qu'il n'y a pas que des peintres ou des sculpteurs. Donc, il peut y avoir des artistes aussi émanant de différents volets. La preuve vivante est jeune en plus. Oui. Il vient baisser un petit peu notre moyenne d'âge. Ça nous fait plaisir d'accueillir la relève. Bon. Donc, on a dit en introduction, 16e édition, 18 artistes au grand complet. Bon, sur le site web de la Coop Artaud, on peut aller voir évidemment les détails. Mais sinon, vous pouvez vous procurer là, le petit dépliant en question, qui est fort intéressant parce qu'on a la cartographie ici là, de la ville où on peut voir un peu où sont les artistes. Donc, si je m'en vais à l'île Sainte-Thérèse, bon, numéro 3, je me doute que c'est vous. Mais numéro 2, numéro 5, on peut aller voir aussi d'autres artistes. Bref, on peut un peu faire un peu son trajet. Oui, et il y a 4 artistes d'installés sur l'île Sainte-Thérèse, 3 artistes installés chez Artaud et 3 artistes qui vont être installés au domaine Trinité. Bon. Et là, je vois ici que vous avez aussi un artiste du côté de l'île des Sœurs. Oui, oui. Nous recevons chez Artaud une artiste de Granby et une artiste de Chambly. Et la personne de l'île des Sœurs a choisi de rester chez elle parce qu'on n'a pas de pont à traverser pour aller à l'île. Alors, elle fait sa publicité de son côté. On est très content de s'étendre. Et il y a une personne de Saint-Grégoire qui va être installée chez Daniel Granger à Iberville. Et du côté d'Iberville, cette année, on a plusieurs artistes
c'est mieux réparti. Les artistes ne sont pas tous du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y en a du côté d'Iberville aussi. Donc, on en a un petit peu partout. Bon, qui sont principalement, dans le fond, les nouveaux artistes ou ceux qui n'ont jamais participé à la ruée vers l'art cette année. Je comprends qu'il y a un monsieur ici là, qui est un petit nouveau, mais parmi nos 18 artistes... on en a 6 en tout de nouveaux. Vous en avez 6 de nouveaux sur 18. Là. Oui, bon. oui. Comment ça fonctionne pour participer à la ruée vers l'art? Les gens sont sollicités, communiquent avec vous? On fait un appel à tous et les gens qui sont intéressés s'inscrivent. Les exigences, c'est d'avoir un atelier pour recevoir. Et pour ceux qui ne peuvent pas recevoir chez eux, c'est pour ça qu'on peut offrir 2 autres lieux. Et il faut avoir suffisamment aussi de création pour partager avec le public. On ne reçoit pas sur nos 3 tableaux, là. Et d'être disponible et de respecter l'horaire. Oui, évidemment. Hein? Ça, il faut... Sans faute. Bon, parlez-nous peut-être un peu des différents artistes qui sont au rendez-vous cette année dans la programmation. Qu'est-ce que les gens vont voir cette année? Oh, bien, ils vont voir des choses bien variées. C'était difficile à dire parce qu'il y en a un peu pour tous les goûts. Il y a de l'abstrait, il y a du figuratif, il y a du un petit peu mêlé. Il y a... on n'a pas de sculpteur, hein? Oui. Daniel on Granger. a Daniel Granger qui est sculpteur. Alors, on a de la photographie. On a une artisane. Oui, on a Sylvie Jean ça, qui Sylvie présente Jean. ses tricots. Okay. Oui. Et ceux qui sont chez Artaud, et moi, je suis à Trinity Church avec 2 autres artistes parce que moi, j'ai un atelier qui est trop petit pour recevoir chez nous parce que quand je suis entrée, il n'y a plus de place pour quelqu'un d'autre. Alors, je vais recréer un peu mon atelier à Trinity Church, comme les 2 autres vont faire aussi. Il y a avec moi Pierre Sigouin et... Toi, tu as Adrien. Adrien Lacoste, c'est ça. Okay. Et Adrien va travailler dehors, c'est certain, à moins qu'il pleuve, parce que lui, il fait du dripping, il ne peut pas travailler à l'intérieur, alors il va être à l'extérieur. Trinity Church, bien là, c'est la première année qu'on a Trinity Church. Donc, la Ville et Service des loisirs nous prêtent les lieux gentiment. On est content parce que c'est un beau lieu. Et le 26 mai, il va y avoir des activités aussi. Il y a une activité découverte pour les familles, il y a une activité avec Sim, il y a une autre il y a un pique-nique. Le club d'ornithologie. Oui, qui vont faire la promenade de découverte. Et puis, bon, ça va nous amener des gens, puis en même temps, bien, les gens vont pouvoir entrer et venir nous voir, venir voir nos ateliers reconstitués à l'intérieur. Accrochez vos dépliants sur votre corde à linge pour qu'il fasse beau. Oui, c'est ça. En même temps, vous avez quand même 4 journées. Donc, oui. à moins d'être vraiment très malchanceux, on s'entend, là, sur 4 journées, 2 fins de semaine. Généralement, la moyenne mathématique est au rendez-vous. En plus de ça, on a le vernissage également le vendredi soir, le 25. Le 24. Le 24, pardon. Où c'est que les gens peuvent venir voir un peu ce que chacun fait avant de prendre une décision sur qui c'est qui l'intéresse le plus, s'ils ont des choix à faire, parce que pour une raison ou une autre, ils n'ont pas le temps d'aller voir tout le monde en atelier. Bon. Il y a Fern Saint-Hilaire aussi qui participe depuis presque toujours, je pense. Elle installe un chapiteau à l'extérieur de chez elle. Alors, si c'est une période tranquille, elle est dans son chapiteau, elle peint. Alors là, les gens arrivent ou les passants parlent avec elle, puis finalement, bon, elle entre dans la maison avec eux. C'est un attrait de plus. Bon. Qu'est-ce qui fait que, bon, on vous identifie un peu à la relève, peut-être parce que vous faites baisser la moyenne d'âge en même temps, comme on disait tantôt, mais qu'est-ce qui fait qu'un photographe a fait le choix de se joindre à Artaud et de participer à la ruée vers l'art cette année? Ça fait environ 3-4 ans que je fais de la photographie plus sérieusement, des voyages de photographie et tout. Puis la principale difficulté, comme pour tous les artistes, c'est de partager notre art. On peut faire ça sur Internet et tout, mais on n'a pas le contact de personne à personne dans ce temps-là pour avoir le retour des gens, qu'est-ce qu'ils en pensent et tout. Ouais. C'est important, le contact avec les visiteurs. Puis, j'avais entendu parler de la coopérative artistique d'Artaud, donc je suis venu m'informer comment ça fonctionnait, parce que c'est pour tout le monde. Là. Tous les artistes peuvent s'inscrire chez Artaud, soumettre un dossier et puis venir participer. Oui, en ce moment, je suis le seul photographe, mais évidemment, on aimerait bien ça qu'il y en ait d'autres.
OK. Ça, c'est intéressant aussi ce qu'il dit, parce que parfois, l'artiste produit évidemment ses œuvres. Bon, parfois, on va demander à son entourage des commentaires, ou peut-être pas non plus, je ne sais pas, mais est-ce que le fait d'avoir des commentaires du public, ça nous amène ailleurs, même parfois à des endroits qu'on ne pensait même pas aller, peut-être, je ne sais pas? Absolument, c'est très nourrissant. Oui, parce que les gens, des fois, nous font des commentaires auxquels on n'avait jamais pensé ou voient des choses. Un regard sur l'œuvre que vous n'aviez pas vue. Un regard tout à fait différent de ce que nous, on a. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir le sentiment du public. Tout à fait. C'est également un des avantages de la coopérative. Entre artistes également, on peut partager, on peut s'inspirer, se donner de nouvelles idées. Alors donc, on le rappelle, c'est la 16e édition de la Ruée vers l'art avec 18 artistes au rendez-vous cette année des deux côtés de la rivière, donc les 25 et 26 mai et le week-end suivant, le 1er et le 2 juin. Et donc, je vous invite à vous procurer le dépliant en question avec la petite carte là, qui va pouvoir vous guider un peu dans vos déplacements à l'occasion de ces deux Il y en a dans les bibliothèques, chez Artaud même. Vous allez en voir dans différents endroits publics, certains restaurants, certains cafés, certains bars. Et vous êtes invité, bien sûr, au lancement le 24 mai à 17h et peut-être que là, vous allez pouvoir établir un peu votre trajet à l'occasion de ce vernissage. Donc, à vous trois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne chance. Beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. L'édition d'été du Guide loisirs et du magazine Complicité sera bien sûr à vos portes très, très, très bientôt. Ce sont des lectures également que vous pouvez faire via le site Internet de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télémigo. Normalement, 4 000 en prix, mais là, avec la boule chanceuse, ça monte à 4 500. C'est la dernière chance, là, c'est dimanche qui vient. Entre-temps, pour me joindre, Éric Latour en un mot, à commercial, tvhr9.com. À demain. Bye-bye.